Bonjour, eh bien c'est Blackrem en bas, et aujourd'hui je voulais faire tout simplement une vidéo où je vais faire une analyse en profondeur du trailer d'Avatar 3, parce qu'en effet il y a quand même beaucoup de choses dedans, qui sont assez très intéressantes d'ailleurs, pardon, et je pense que tout n'a pas encore été vu, tout n'a pas encore été détaillé, et on peut faire ensuite beaucoup de spéculations sur le film et sur l'avenir de la série en fait tout simplement. Donc la vidéo va se découper je pense en deux parties, la première où je vais étudier le trailer, et la deuxième, où je vais franchement théoriser sur le film, et sur le film numéro 4 et 5 qui sortiront plus tard. Voilà. Donc bon, c'est parti. Et nous commençons directement ce trailer par une chevauchée d'Ikran dans les montagnes de la chaîne des Alléluia. Si je ne me trompe pas. Non, je me trompe pas, c'est bien ça. Donc cette scène, bon, certains diront que c'est du recyclage. À mon sens, c'est possiblement effectivement du recyclage. En revanche, bah, qu'est-ce qu'on peut noter sur cette scène? Bah, c'est que c'est quand même le symbole un petit peu de Pandora, c'est ces montagnes volantes qui sont iconiques. Donc à mon sens, c'est pas déconnant de faire un rappel comme ça, franchement. Et puis c'est sympa, ça rappelle aussi où est-ce qu'on est, on reste sur Pandora, hein, toujours. À moins que ça change dans les prochains films, mais pour l'instant ça n'a pas prévu de changer, je pense. Donc, on poursuit. Alors, je pense que au niveau des Ikran, à gauche on aurait Loak, je pense, assez jeune, et moins massif que Jake. Et sur la droite, en position un petit peu félin, on reconnaîtrait plutôt Neytiri, avec les couleurs de son Ikran un peu bleu turquoise. Avant que ce soit un autre personnage, on verra peut-être plus tard. Donc, la deuxième scène qui est assez intéressante et qui nous indique potentiellement aussi une certaine durée, un certain moment, et justement on va revoir ça après, parce qu'en fait il y a d'autres détails qui nous montrent qu'on est juste après les événements d'Avatar 2. Et là ce que vous pouvez voir actuellement, eh ben, c'est simplement l'épave. L'épave du bateau qui a coulé, justement d'Avatar 2. Pareil, on voit qu'ils sont sur ce poisson. Donc je crois encore une fois que c'est Loak qui est ici avec la fille du chef des Medcaïna. J'ai oublié son nom, malheureusement. Et on enchaîne juste après avec Kiri. Alors à mon sens, Kiri dans le film, elle va vraiment avoir un peu un rôle qui est central, du fait qu'elle a entre guillemets un pouvoir avec Iwa, et on l'a vu dans le trailer, pour ceux qui l'ont regardé en entier, parce que je fais un découpage. Il lui dit, si tu as le pouvoir de faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on voit dans Avatar 2, où on voit que Kiri, elle a entre guillemets des pouvoirs, on voit qu'elle a un lien avec Iwa qui est plus fort que les navires classiques. Je sais pas si jamais on peut le comparer à celui de Jake qu'il avait dans le 1. Je pense pas que ce soit comparable, justement. Jake, c'est Ewa qui l'aide parce qu'il se rend compte que bah ça l'aidera à derrière. Alors que Kiri, elle porte entre guillemets la voix d'Ewa. C'est au moins c'est quelque chose qui va être plus développé dans l'œuvre et beaucoup plus développé justement dans ce troisième arc. Donc par la suite, et c'est justement une indication à mon sens de durée, on voit Loak avec la fils du chef des Medcaïnam et l'arc offert par le père d'Aneytiri à Neytiri avant de mourir, justement. Alors pour rappel, l'arc a été brisé dans la fin du 2, sur le bateau, au moment de couler, et là, on les voit en train d'essayer de le réparer. Donc on comprend tout de suite qu'en fait, bah, c'est juste après, donc il n'y aura pas d'ellipse, comme ce qu'on avait eu pour Avatar 2, de plusieurs années, où les enfants ont eu le temps de grandir. Non, là, ça va s'enchaîner, et c'est quelque chose qui va être assez intéressant. Par la suite, cette même fille va dire à Loak, bah, la force des ancêtres est en toi, et il montre son cœur. Donc ça peut avoir une indication par rapport à la suite, peut-être qu'ils vont chercher des conseils, peut-être qu'ils vont chercher des stratégies, ou du savoir justement par le biais de leurs ancêtres, parce qu'on sait qu'il y a la tribu du feu, peut-être qu'ils vont chercher à négocier, peut-être qu'ils vont chercher dans l'histoire, afin de comprendre ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a une possibilité, je pense qu'il y aurait un lien, un jeu à faire avec ça. Justement, d'où l'intérêt que la force est en lui, dans ses ancêtres, parce que les ancêtres pourraient le guider, lui donner des informations, lui expliquer comment ça se fait qu'il y ait telle ou telle chose qui soit arrivée. Et justement, à peu près un peu plus tard, justement j'y reviendrai, on observe le volcan, on observe cette zone entièrement cendrée, détruite, dévastée, et je pense qu'il y a un coup à jouer avec ça, et que les ancêtres pourront peut-être le conseiller pour avoir une approche diplomatique avec eux. Voilà. Ah, James Cameron, c'est magnifique aussi. Et là, on arrive avec cette espèce de méduse. Ça fait penser à une méduse en fait, à l'aspect avec les tentacules en dessous. Et on a en fait c'est. Quoi que ouais, on pourrait même voir une raie en fait, celui qui tire le bateau. Enfin bref, ce sont les nomades de la tribu du vent, entre guillemets. Ils font du commerce et c'est assez impressionnant, je trouve, c'est magnifique. Et là, juste derrière, bah, on voit Kiri, Kiri aborde ses montgolfières, simplement.
Derrière, on a l'impression de voir une arbalète, en fait. On avait déjà vu justement Spider qui avait une arbalète. Non, pas Spider, Took, c'est Took dans le 2 qui avait une arbalète pour chasser un poisson. Donc je pense que c'est plus ou moins le même principe, hein, mais plus lourd, plus puissant afin de combattre. Notamment, c'est pas Toulouk, mais il y a quand même des Ikrans qui peuvent être dangereux pour ce genre d'installation. Donc je pense que c'est une méthode de défense qui est assez intéressante pour les nomades. Sachant qu'à mon avis, ils vivent du commerce, ils font des échanges, et c'est ça qui est très intéressant par rapport à eux. Si on a un plan qui est absolument magnifique, avec le coucher de soleil, cet aspect violacé, c'est beau, c'est juste beau. Ça, c'est un truc avec Cameron, malgré le fait que le scénario du 2 était moins bien que le 1, on est sûr là-dessus. Ces films restent beaux. Mais c'est pas ça qu'on fait forcément d'argument, hein. Mais ces films sont beaux. Et là, on arrive justement à une scène qui est assez intéressante, parce qu'on voit le volcan qui est encore en éruption, avec la lave qui coule. Donc on sait que c'est justement l'intérêt du film, hein, de feu et de cendre. Et on va vraiment dans cette région, ça va être magnifique pour moi. Et là, on a tout de suite, on voit ce personnage qui a un sac à dos militaire, hein, très très carré. Pas le sac à dos qu'on a pour les avatars avec les scientifiques, qui sont un peu sac à dos de randonnée. Là, c'est un sac un peu militaire, très carré justement. Ça fait un peu penser au sac marine de l'armée française, qui a eu une époque. Et de plus, si on zoome, on peut voir qu'il a un treillis, un pantalon de treillis. Donc tout de suite, on reconnaît vraiment. Pour moi, c'est Quaritch. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est Quaritch. En continuant, on voit qu'il arrive à un arbre un peu comme l'arbre maison d'Izomatikaya qui a été détruit, avec beaucoup de cendres. Quand on zoome, on peut voir un totem, tout simplement, les artworks, pour ceux qui les ont vus. Il y a des totems comme ça qui représentent un petit peu, à mon avis, pas forcément une déesse, mais une offrande au volcan. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les civilisations, notamment en Amérique du Sud, où ils vénèrent les volcans. Je pense que c'est un petit peu pareil, un peu ce côté indien, un petit peu ce côté Amérique. Et là, justement, c'est assez bien représenté à mon sens. Avec l'arbre maison détruit, et les indigènes, tout simplement, qui sont là. On notera aussi quelque chose d'assez intéressant. Il n'y a pas de plantes, il n'y a plus rien. Il y a beaucoup de gens qui diraient, bah c'est pas normal, normalement, regarde, si on prend par exemple le Vésuve. Le Vésuve a explosé, il y a des cendres, la terre, ça s'entretient, ça permet aux plantes de pousser plus vite. Je pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est totalement différent. Je pense que le volcan émet beaucoup de cendres dans une certaine région et que ces cendres empêchent la lumière du soleil. Et de ce fait, il n'y a rien qui pousse, c'est pas viable, c'est pas possible. Et c'est aussi pour ça qu'à la fin du trailer, elle dit ta déesse n'a aucun pouvoir ici, parce qu'en fait, il n'y a pas de plantes, et c'est par le biais des plantes, notamment l'arbre des âmes par exemple, qu'ils arrivent à communiquer avec leurs ancêtres. Par ailleurs, il y a un autre truc aussi qu'on peut dire, une réflexion qu'on peut faire, c'est que quand on compare à Avatar 1, où ils disent que ils sont tous gentils, qu'il n'y a pas de problème, que c'est pas des gens qui sont méchants, qui vivent tous en communion avec la nature, et qu'il y a une tribu qui va à l'encontre de tous, pour moi il y a deux explications. Soit la première, c'est que dans le 1, c'était pas encore imaginé, donc ça c'est l'explication la plus probable, ou une autre, c'est que le volcan s'est réveillé durant l'ellipse de 8 à 9 ans, il me semble, avec les enfants de Jake, dans Avatar 2. De ce fait, on a une tribu qui est plutôt jeune, tout simplement, qui a abandonné Eywa parce que il y a eu un cataclysme, ils ont été privés de leurs ancêtres, et ils reprochent ça justement à Eywa. Pour moi, c'est une possibilité, et ce qui fait que ils sont autant opposés à eux. Et pour ceux qui diraient, ils pourraient tout simplement partir, ils pourraient tout simplement se déplacer, changer d'endroit. Et surtout, comment ils font pour se nourrir? Alors déjà, pour changer d'endroit, il y a toujours un lien avec tout ce qui est ancêtre, tout ce qui est enterrement, même s'ils peuvent pas communiquer avec eux, ils sont attachés à leur terre. C'est pour ça qu'ils vivent, à mon sens, ils sont en train de vivre, à mon sens, dans leur ancien arbre maison, celui qui est détruit, qu'on voit juste là-dessus, avec les racines. Et pour tout ce qui est nourriture, on voit par la suite, qu'ils ont beaucoup d'icranes. Donc je pense qu'ils font des raids pour récupérer des fruits, des choses comme ça. Je pense qu'un peu chasseur-cueilleur, et un peuple assez violent. Donc bon. Et là, on a une scène, alors, cette scène-là, elle est super importante. Et on se dit, ouais, c'est juste une scène comme une autre. Alors, truc important, quand on regarde bien, faut les compter, hein. Déjà, on a Loak. Loak au Kiri qui est tout devant. Ensuite, on a du coup sur le Kiri, en mon sens juste derrière, en train de porter Took. Et encore derrière, si on zoome, il y a Jake. Jake qui a Spider sur le dos. Mais encore derrière, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un autre Navi. Et ce Navi là, c'est bizarre. Pourquoi? Il a un gilet pare-balles, il a une montre. Et quand on zoome sur cette personne, justement, qu'est-ce qu'on voit?
Quaritch. Et là, c'est ça qui me surprend le plus, c'est Quaritch, avec un arme, pas un fusil, qui est avec Jake et ses enfants, alors que c'est à cause de Quaritch que Neteyam est mort. Mais justement, je vois pas comment, pourquoi Quaritch est avec eux. Le film fait 3h10. Les 3h10 vont être intenses. Parce que si t'as Quaritch qui fait la girouette entre je suis un Marines, je dois traquer Jake, à je m'associe à Jake, à je m'associe à la RDA et avec les. Et j'ai oublié leur nom, mais les navis cendrés, à mon avis, il va y avoir du sport dans ce film. Et je comprends qu'il y ait une director cut de plus de 9 heures. Parce que s'il passe son temps à faire la girouette, oh la vache, va falloir suivre. Hein. Va falloir s'accrocher durant le film. Mais après, voilà, c'est peut-être un choix, peut-être que ça va être bien fait, je sais pas trop. Après, ça reste Cameron. Généralement, il fait bien ses films. Hein. Avatar 2, bon, j'ai vu les critiques. Ouais, ça pique un petit peu quand même. Et là, pour ceux qui doutaient encore, c'était Quaritch. Là, on le voit bien. Là, on le voit bien, son gilet pare-balles derrière. On le voit bien avec son arc aussi. On reconnaît la tête du bonhomme. C'est Quaritch. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas d'autres navires qui portent des montres ou qui ont des gilets pare-balles. Après, vous allez me dire, ouais, mais ils auraient pu en choper un, et puis ça aurait pu être une technique aussi pour se protéger, pour évoluer justement. Parce que c'est ce qu'on voit dans le 2, ils font des raids, ils récupèrent les trains, ils font leur maximum pour pouvoir survivre et booter les humains, comme Jeanne d'Arc. Je suis en train de me dire, c'est pas le bon vocabulaire. Enfin bref, on continue. Alors, là, c'est un Tulkun. Je crois que c'est celui de Loak, j'ai oublié son nom. Payakan, oui, c'est Payakan, c'est ça. Ça doit être Payakan. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ont dit. Je pense aussi que c'est Payakan, à mon sens, c'est un Tulkun qui s'est battu. C'est très rare. Et justement, la scène d'après, qu'est-ce qu'on voit? On voit un espèce de conseil de Tulkun avec des décorations dessus, on dirait l'ivoire, avec des tatouages aussi, un peu une matriarche ou un patriarche. Et aussi un autre détail qui fait que on est encore assez proche des événements d'Avatar 2. La Tsaïk des Medkainam, qui est juste ici, elle est encore enceinte. Elle n'a pas eu le temps d'accoucher. Donc entre le fait qu'il y ait l'arc qui soit encore cassé, qu'il y ait cette femme qui soit encore enceinte, à mon sens, il n'y a quasiment pas de doute possible sur le fait qu'on est très proche d'Avatar 2, au niveau de ces événements. Voilà. Donc là, pareil, on voit Spider. Alors, Spider qui est en forêt avec un couteau, avec Kiri juste derrière, qui a elle aussi un couteau, et le masque de Spider qui clignote. Alors ça, c'est pareil, on voit plus tard que Spider il a plus d'oxygène dans son masque, il est au sol, mais je reviendrai sur le masque de Spider parce que ça va être une partie super importante du film. Et justement, ça je parlais dans la théorie, mais le nom à l'origine de Avatar de Feu et de Cendre, c'était Avatar le porteur de graines. Et le porteur de graines, bah, quel type de graine? La graine de la guerre, la graine de l'espoir, ou simplement une véritable graine qui pourrait permettre de faire repousser justement un arbre des âmes dans le milieu cendré. Pour moi, c'est plusieurs choses qui pourraient être vues au niveau de ce point-là. Voilà. Ça reste très intéressant à mon sens. Là, pareil, il y a un développement. J'ai toujours pas son nom. Hein, de la romance entre Loak et la fille du chef des Mekkainam. Donc, pareil, ça va être intéressant. Ça fait un peu reprise, entre guillemets, de la relation amoureuse qu'il y avait eu avec Jake et Neytiri. Après, c'est un choix aussi. C'est un choix aussi. Et je pense qu'on aimerait. Après, voilà, il y a des gens qui font des critiques dessus. Mais ça nous permet de retrouver un petit peu les marques qu'on avait dans Avatar 1. Personnellement, ça me dérange pas. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire bah c'est de la reprise, c'est pas terrible. Peut-être. Là, pareil, il y a un regard entre la Tsaïk et le chef du clan qui est assez inquiet. Ça a pas l'air d'être de l'amour, ça a l'air d'être du stress. Et justement, en situation stressante, bah, on a les conflits familiaux entre Jake et Loak. Parce qu'on rappelle, et ça, il l'a dit, Cameron, il y aura des tensions dans la famille, de grosses tensions par rapport à la mort et au deuil qu'on avait avec Neteyam, le fils entre guillemets prodige, le fils parfait, le Cador. Et d'ailleurs, c'est un truc marrant parce qu'il n'y a pas grand monde qui a remarqué, c'est que Neteyam, c'est le Cador, mais c'est l'un des seuls de la famille aussi qui n'a que 4 doigts. Donc c'est le seul qui ressemble vraiment à Navi. Niveau physique, on peut pas dire que c'est le fils de Jake, parce que comme première scène hein, avec les Medkainam, ses enfants ont du sang de démon, c'est ce qu'a dit la Tseik. Donc forcément tout de suite, ça dégrade un peu les relations. Et lui, il n'en avait pas. Lui, ça se montrait pas, ça se voyait pas.
Donc déjà, t'as toute cette pression qui est à mon avis sur Loak, et Loak doit se sentir coupable par rapport à la mort de son frère. T'as Jake qui à mon avis qui culpabilise, et qui doit faire culpabiliser un petit peu Loak, parce que mine de rien, voilà, son fils est mort, il y a un terrible chagrin, et voilà, il y aura un peu de drama, je pense, par rapport à ça, une scène un peu dramatique dans le film, mais bon. La prochaine scène, en revanche, et là, petit coup de gueule personnel, la scène où Jake parle à Neytiri. Cette scène en français, elle est mal traduite. En français, c'est comment peut-on vivre avec autant de haine? Donc tu peux te dire, à qui est-ce qu'il s'adresse? Est-ce qu'il parle de lui, entre guillemets, à la troisième personne, où il demande un conseil à Neytiri? Eh ben non. Dans la version anglaise, il dit très simplement, comment peux-tu vivre avec autant de haine? C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. C'est mal traduit, en sens. C'est mal traduit. La version française, je vous conseille de regarder la version anglaise. Elle est sous-titrée, donc vous pourrez au pire traduire avec Google. Mais vous verrez, et il y a, à mon sens, une erreur de traduction ici. Après, pour le reste, c'est très bien. Et là, c'est vraiment ce qui nous montre, dans cette scène-là, vraiment les tensions de la famille. Qui vont amener aussi au fait que Neytiri sera blessé, et ça, on verra ça plus tard. Donc là, on voit Courage, la personne qui marchait sur la montagne, on reconnaît le sac, le pantalon de treillis, la montre. Justement, que je vous disais sur la scène tout à l'heure que les Na'vi portent pas de montre. Et qu'il n'y a que Quaritch, actuellement, qui porte une montre. Parce qu'il me semble que c'est le dernier survivant de son escouade, quand même. Donc ouais, c'est Quaritch qui était avec Jake tout à l'heure aussi. Et ça, c'est très très surprenant. Donc on le voit qui marche, justement, avec son sac, droit vers le peuple des cendres. Et je pense, on voit de toute façon dans la suite, qu'il fait une alliance avec eux. Mais il faut voir comment il fait cette alliance. Et ça va être intéressant. Tout ce qui est relations diplomatiques dans le film peut être intéressante. Et là, cette scène, justement, je vous avais dit, regardez Spider. Regardez Spider. Personnage important avec son masque. Il n'a pas de masque. Il n'a pas de masque. Là, il respire l'air. Là, il n'y a pas de problème. Là, il fait pas une espèce de coma, il n'est pas sur le sol, il fait pas une crise d'épilepsie. C'est un non. Pour ceux voilà, qui se demandent ce que ça fait de ne pas avoir le masque, regardez Avatar 1, regardez la scène où il y a Quaritch qui le sort de son sarcophage et il est pas bien sur le sol, il est pas bien. C'est Neytiri qui doit venir le sauver. Donc voilà, là il n'a pas son masque, et pourtant il n'y a pas de problème. Là il est debout, Jake le prend dans ses bras, il est rassuré à mon avis, parce que voilà, il y a une scène plus tard où on voit que son masque il a plus d'oxygène. Donc pour moi, cette scène, elle est importante. C'est à ce moment-là, je pense que c'est une scène charnière du film, où justement on a Jake qui retrouve Spider, et je pense que Jake, dans son chagrin, du fait qu'il a perdu Netaya, mais aussi parce qu'il était humain avant, il va accepter plus facilement Spider comme membre de sa famille que Neytiri. Pour moi, c'est ça qu'on va voir observer dans le film, un rapprochement entre Jake et Spider. En plus, vous savez déjà qu'il y a une espèce de romance avec Kiri et Spider, donc voilà, elle l'appelle quand même Petit Bonhomme, avec un ton très doux, à la fin de Avatar 2. Après, à voir si c'est pas juste un problème de traduction, comme ce qu'on a vu dans l'introduction, dans le trailer. Je pense pas quand même, parce que Cameron est quand même très 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 pointilleux, donc ça me surprend qu'il y ait un souci de traduction ici. Après, il n'empêche pas que ce soit peut-être fait exprès, peut-être qu'ils mettent des erreurs aussi pour nous empêcher de bien détailler le truc, donc tout peut être voué à changement, hein, c'est quasiment sûr. De toute façon, on l'attendra parce qu'il y aura peut-être un deuxième trailer. Je sais pas trop. On verra bien. Et là, pareil, cette scène, il me semble que c'est Saïk, oui, c'est Saïk, je reconnais ce tatouage, qui parle à Kiri. Il dit s'il y a quelque chose que tu peux faire, tu dois le faire. Donc on comprend qu'il y a une implication entre Kiri et Latsaïk qui est normalement lié à Ewa, qui est la voix d'Ewa. Donc tout de suite on voit ce qui se passe. Là en revanche on a les tentes des Medkainam qui sont en feu, avec les arbalètes, là voilà, justement on en voit une ici. Donc c'est pas la même chose entre les arcs et les arbalètes. C'est un avantage arbalète, c'est que t'es pas obligé de le garder bandé. Donc tu peux t'imaginer que les navis, peut-être développent des pièges avec ça, un peu style Vietnam. Ça pourrait être super intéressant à mon sens, parce que quand on voit la densité des jungles sur Pandora, mettre des pièges à l'arbalète, ça pourrait être incroyable. Ça, c'est un truc qui devrait développer un peu la guérilla Navi. Et il avait parlé justement, Cameron, de faire des petites séries dessus. Après avoir que ça fasse pas comme Star Wars, où le seul personnage secondaire qui a pas eu droit à sa mini-série, c'est Jar Jar Binks.
Et franchement, ça pourrait être marrant, je trouve. Un truc un peu style Vietnam, Vietnam sur Pandora. Enfin bref. Je continue sur la scène, on voit, il y a Jake qui arrive en mode pour les stopper. Dans cette scène, à cause de la lumière, on voit pas très bien, mais ils sont grands, c'est le peuple descendre. Il y a des lumières derrière, il y a moyen que ce soit les... J'ai oublié le nom qu'ils avaient. Les robots sur deux pattes. Bref, les gros robots. Et là, on reconnaît Quaritch, hein. De toute façon, il a une certaine stature, Quaritch, à côté de Varang, qui est le chef du peuple des cendres. Pareil, on reconnaît les couleurs, le rouge, comme ça. Voilà, ça c'est le peuple des cendres, ils attaquent à mon avis les Met Kainam pour retrouver Sully. À voir comment le film s'organise, parce que pour moi, comme je te dis précédemment, en 3h10, arriver à caler le retournement de veste de Quaritch, le double même retournement de veste de Quaritch, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà. Bref. Scène suivante. Voilà, elle lui dit tu dois le faire, tu dois le faire, tu dois le faire. Et là, ses yeux s'écarquillent, elle se rend compte de son pouvoir, et je pense qu'on aura une scène à passer un petit peu intéressante, quoi. Par la suite, et ça c'est cool, il s'attaque directement sur l'océan. Donc ça c'est le gros navire de fabrication qui est juste derrière. Et on a deux des vaisseaux qui ont coulé sur Avatar 2, quoi. Donc à mon avis il va y avoir du monde, il va y avoir du dégât. À voir comment ça s'organise, pareil, c'est ça qui est compliqué. Donc, moi je demande à voir. Je demande à voir. Très franchement, ça peut être intéressant. Et là on a cette scène avec Quaritch, un de ses soldats derrière, donc il est pas mort celui-là. Justement, j'étais trompé, en fait, ils sont pas tous morts. Enfin bref, il regarde quelque chose. On sait pas ce qu'il regarde, à mon avis, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Là, voilà, une petite scène. Jake et Neytiri, câlin câlin. Bref, et là, il y a Varang. Varang qui sort. Donc Varang, pareil, on voit le rouge qui descend, il descend dessus de son crâne, sur son nez, et après sous son menton, sur sa gorge, et jusqu'à son nombril. On voit aussi, bah, du coup, cette collerette rouge. Et derrière, il y a une nouvelle espèce qu'on n'a pas encore vue. Donc cette espèce derrière, c'est pas... Comment ça s'appelle? C'est pas un Tuvok. Vous savez, le gros piaf orange de Jake. Je suis en train de détruire l'œuvre. Non, faut pas que je dise ça. Enfin bref, c'est une nouvelle espèce volante. Justement, pareil, on voit une espèce de corne sur le dessus, comme ça. Et c'est pas non plus un Ikran. Hein. C'est pas non plus un Ikran. Donc ça, c'est une nouvelle espèce aussi. Et ça, c'est la monture de Varang, justement. Pareil, je pense que celui qui peut la monter, bah, il gère toute la tribu. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est chef. Enfin bon, on verra bien, parce que je pense que cette monture, il y aura des choses à expliquer dessus. Elle reste assez impressionnante. Et il y a une autre scène où on la voit un peu écarter les ailes. Et là, on fait, oh, c'est beau. Grosse bestiole. En continuant, bah là, on les voit avec bander leurs arcs. On voit un peu leur tente. Et là, voilà, j'ai retrouvé le nom aussi des robots. Les AMP. Il y a les AMP comme ça, qui donnent des caisses. Des caisses, à mon avis, d'armes, d'équipements. On a aussi un des gros vaisseaux, qui s'est craché dans Avatar 1, qui s'était appelé, pardon, Papa Dragon. Il l'avait appelé Papa Dragon. Et là, tu as, bah, comme d'hab, le seul, l'unique Quaritch. Voilà. Qui fait ami-ami. Tout le monde est en position un petit peu accroupi, un petit peu en mode attention, qu'est-ce qu'ils vont faire? À part Varang. Varang, très noble, pas d'arc, pas d'armes. Elle est debout, elle regarde droit sur Quaritch. Il y a tous les avions autour. Et les caisses d'équipement, il y en a déjà sur le côté, à gauche, à droite. Donc c'est pas la première livraison en fait. Voilà, voilà. Mais néanmoins, le peuple reste quand même sur ses gardes. Et ils ont raison parce que bon. La dernière fois qu'on nous a fait confiance sur Avatar, on a quand même bien niqué leurs armes. Mais ça faut pas dire. Bref. Une petite scène assez intéressante sur l'armement Navi, pardon. On voit simplement ce réservoir qui brûle avec une huile, peut-être de la résine ou du pétrole potentiellement. À voir comment ils l'ont trouvé ce pétrole justement. Et elle en met sur les doigts et ça brûle, normal. Et justement, ils les mettent sur leurs flèches. Et c'est très pratique justement parce que c'est pas brûlé. Et dans cette scène, Spider n'a pas de masque. Vous noterez encore une fois, il n'a pas de masque. Il n'y a pas le petit truc autour de son menton. Non, il est sans masque. Ce qui est assez intéressant. Donc il va y avoir vraiment un truc assez important avec le masque. Et ça va être une grosse partie de l'histoire. Alors,
Là, on a Neytiri qui est blessé, justement, et qui dit les enfants, donc sa priorité c'est encore les gosses. Bon, c'est pas comme si Quaritch s'est transformé en sachet de Pokémon après avoir capturé tous les enfants de Soli, au moins 5 fois. Donc si jamais les gosses sont encore fait capturer, désolé Cameron, mais ça fait beaucoup. Hein. Peut-être que Soli il a d'autres points de pression, hein. Plutôt que les enfants, je sais pas. Enfin bref. Un autre point intéressant sur Neytiri, elle est blessée. Et sur la version IMAX, de ceux qui sont allés voir par exemple le 4 Fantastique au cinéma, vous avez eu le trailer d'Avatar, et on voit qu'elle est blessée, elle a reçu une flèche dans l'épaule, donc elle est pas bien, elle est pas en bonne santé. Bref, on continue avec une escapade dans la forêt avec Took et Kiri qui s'enfuient, et Spider qui est sur le sol, parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Voilà. Donc bon, c'est peut-être à ce moment-là qu'il devient capable de respirer l'air de Pandora, ça va être une scène assez intéressante. J'espère que ça va pas être en scénarium où il y aura vraiment un truc important, peut-être un flashback avec Eiwa, on sait pas trop. J'aimerais bien qu'il y ait ça parce que franchement ça pourrait peut-être de justifier ce scénario-là. Et peut-être que justement le porteur de graines c'est lui et que sa graine c'est l'espoir que l'humanité puisse respirer cette terre-là, l'espoir de cohabitation. Je pense que c'est peut-être ça aussi. D'où le titre original, le porteur de graines. Et ça va être centré pour moi sur Spider au début. Au début du moins. Parce qu'il reste quand même des personnages développés, notamment Quaritch. Quaritch il va droit à sa petite minute de gloire avec le peuple des cendres. Enfin bon. Là apparaît cette scène, justement, quand je vous disais que la bestiole quand elle écarte les ailes, ça c'est impressionnant, c'est des Ikrans à côté en bas, et là c'est le Night Wraith, je crois que c'est le nom en anglais, la bestiole Night Wraith, qui écarte les ailes. On voit c'est plus gros, plus massif, il y a plein d'humains, il y a plein de lumière, il y a plein de vaisseaux aussi autour. Et là, t'as deux exosquelettes qui tiennent Jake, tout le monde est content, donc voilà, c'est un petit peu une prise de guerre quoi. C'est un petit peu leur objectif, et ils font bah regardez, on est en train de pacifier la zone, ce criminel, ce révolutionnaire, on l'a chopé. On est content. Parce qu'à ce niveau-là, c'est carrément une guerre ouverte, ce qui se passe sur Pandora. C'est carrément une guerre ouverte. Et justement, quand je disais qu'elle avait été blessée, Neytiri, on reconnaît ici Neytiri, avec ses vêtements, ce côté un peu violet qu'elle a au niveau des jambes, et la flèche. Alors la flèche elle est dans son épaule gauche, et quand on revient sur la scène précédente, on voit bien que le bandage est sur l'épaule gauche, et dans la version IMAX, c'est aussi sur l'épaule gauche. Donc Neytiri, 100% blessé dans ce film. Il n'y a pas d'autre question. Enfin bon. Par ailleurs, il y a des gens qui ont remarqué ça. Il y a Neytiri qui est ici, qui a du rouge, qui est blessé, enfin, qui a l'air d'être mal en point du moins, avec la sueur et le sang qu'elle a sur le visage. Et qui dit à Jake, nous allons trouver un autre moyen. Un autre moyen pourquoi? C'est surtout ça le truc. Dans tous les cas, on sait que y a des tensions sur la famille, que ça va éclater, c'est sûr. Mais en tout cas, je suis curieux de voir aussi pourquoi elle a ces peintures blanches et rouges, propres au peuple des cendres, tout simplement. Donc on verra bien. Ça, pareil, on verra bien. Je continue. Là, pareil, on a le Tulkun, ou la Tulkun matriarque ou patriarque, hein, ça dépendra du sexe du Tulkun, qui saute sur le vaisseau. En même temps, il y a des gens qui vont dire, bah, c'est comme Avatar 2. Oui. En même temps, tu attaques avec quoi? C'est pas Tortank, hein. Il va pas te lâcher un canon à eau. Enfin, pour moi, voilà, c'est sa méthode d'attaque. Donc oui, c'est pas original. Oui, c'est comme dans le 2. Après, bon, tu veux qu'il attaque comment? Il va pas faire pas des coups de tête dans la coque, hein, parce qu'il a une commotion cérébrale. On joue pas au rugby ici. Mais voilà, il saute sur le machin, il éclate le bateau. Donc bon, un peu comme Payakam, hein. Un peu comme Payakam. Ensuite, voilà, Jake en tenue de guerre avec Neytiri aussi. Et l'arc de son père qui, cette fois-ci, n'est plus cassé. Bonne chose. Et puis juste après, on a cette scène de combat avec Varang en première ligne, avec les Ikran qui lâchent des fumées noires. Cette fumée, ça vient justement des... On verra ça un peu plus tard. Justement, on le voit juste ici. Alors, il y a un petit pot qui est placé à l'avant de l'Ikran, dans lequel ils mettent cette tuile. Comme ça, ils peuvent allumer leurs flèches, tirer et brûler. Donc ça, franchement, c'est assez cool. C'est assez cool de voir ça, un peu, ce côté assez militaire. Parce que pour moi, la tribu des Cendres, c'est une tribu qui a vocation militaire, hein. De toute façon, quand vous voyez sur... j'allais dire les fan art, non, les concept art,
les concept art sont assez précis, justement. Ils montrent des vraies scènes qui se passent dans le film, notamment Quaritch se fait choper par Varang. On voit des espèces de totems avec des cornes, avec des os un peu rouges, peut-être du sang, c'est pas trop, peut-être des offrandes à un dieu du volcan, comme je l'ai dit précédemment, un peu ce côté tribu américaine, sud-américaine. Un peu comme le Pérou. Je sais pas si vous voyez, mais au Pérou, ils ont tendance à. Je crois que c'est le Pérou, je suis peut-être en train de dire n'importe quoi, mais au Pérou, ils vénèrent les volcans. Bon, peut-être que c'est la même chose pour eux. Peut-être que du coup, ils ont quitté Iwa pour le volcan. On sait pas trop. On ne sait pas trop. Donc par la suite, voilà, il y a cette scène. On est au-dessus de l'eau. Et il y a les montagnes. Alors, une possibilité qui n'a pas encore été évoquée. Les montagnes apparemment fonctionnaient grâce au champ magnétique. Si le champ magnétique se déplace, est-ce que les montagnes peuvent se déplacer? Pas la question à la con, hein. Mais il y a des chances que, pour moi, les montagnes se soient déplacées au-dessus de l'océan, parce qu'il y a un changement au niveau magnétique, et on peut voir aussi justement une espèce d'aurore boréale, et il me semble que tout ce qui est aurore boréale, pardon, c'est dû au champ magnétique et de la planète Terre, justement, qui va émettre de la lumière au bout d'un certain temps. Donc peut-être que les champs magnétiques sur Pandora fluctuent, et fait que ces rochers se déplacent. Voilà. Je sais pas trop pourquoi c'est là. Enfin, mine de rien, il y a du violet, il y a du vert, il y a de l'eau, il y a du feu, c'est assez impressionnant, c'est joli. Bah, de toute façon, Avatar, c'est joli, hein. Donc on aura beau dire ce qu'on veut, c'est joli. Donc Jake, Spider, encore une fois, qui a pas de masque. Voilà, il a pas de masque. Donc comment il fait, je sais toujours pas. Mais on verra bien. On verra bien, et ça pourrait être intéressant. Donc là, on a Kiri avec une caméra un peu cachée, dans les buissons, qui a l'air d'être choquée. On sait pas par quoi d'ailleurs elle est choquée. À voir comment ce sera présenté dans le film. Mais je pense que ça peut être intéressant. De toute façon, ça va être un film qui sera intéressant. Là, on a Jake et Neytiri. Alors, encore une fois, quand je vous disais que cette scène est très proche d'Avatar 2, je plaisante pas. Parce que là, les gens vont me dire, oui, mais la grossesse, ça peut être un autre enfant. Oui, mais l'arc est peut-être laissé des mois et des mois et des mois, puis après réparer parce que c'est un traumatisme. Là, non. Là, on voit, elle a la peinture noire pour le deuil, elle a autour d'elle un truc autour de ses cheveux, et franchement, avec ça, on comprend que c'est vraiment juste après les événements. On comprend que Neytiri est en deuil, elle est encore en colère, hein, parce que, je rappelle, dans Avatar 2, elle a quand même bien massacré les êtres humains. Elle a failli buter Spider de colère. Donc, attention à Neytiri, je pense. Neytiri, ça va être une pile électrique dans ce volet, je pense. À voir comment ça se passe. Enfin bon, là on a Quaritch. Quaritch, badass, absolument. Je crois qu'il s'est rasé les cheveux sur le dessus. Je sais pas si je me trompe. Et puis là, cette peinture rouge sur lui, propre au peuple des cendres. Donc ça paraissait magnifique. Le gilet pare-balles. Il regarde Jake. Je crois qu'il a aussi eu des. Attendez, je crois qu'il a aussi des boucles d'oreilles, si je ne me trompe pas. C'est peut-être des boucles d'oreilles, parce que c'est juste des bijoux. Aucune idée. Enfin, dans tous les cas, il se fout sur la tronche avec Jake. Hein. Encore une fois, c'est la rivalité. Et là, juste derrière, il y a une énorme pièce. Il y a des gens qui disent peut-être les pièces de vaisseau. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est que les bateaux, justement, arrivent. Il y a Quaritch qui est dessus avec Varang et tout. Il y a un déplacement au niveau de la chaîne des Alléluia. Donc il y a un gros champ magnétique qui va se former, qui explique aussi ces couleurs bleutées un peu aurore boréale, à cause des champs magnétiques. Et que ce champ magnétique est tellement fort que le bateau se fait détruire. Ce qui expliquerait que le bateau vole, hein, mine de rien. Pour moi, c'est ça, c'est le champ magnétique. À voir comment sera présenté dans le film, mais pour moi, j'ai pas trop de doutes, c'est un champ magnétique. Et par la suite, on observe Loak, hein, de toute façon, il n'y a plus qu'un seul fils, malheureusement. Enfin bon, qui vise quelque chose. Ça rappelle la scène, je reprends ce qu'ont dit certaines d'autres personnes aussi, mais la scène justement dans Avatar 2, où il y a un des soldats de Quaritch qui regarde directement de sa lunette, qui peut buter Sully, mais qui ne le fait pas. À voir comment ça fait, qu'est-ce qu'il vise. Peut-être que y a Took qui se fait encore prendre en otage. Je reconnais qu'il va être content. Enfin bref, c'est peut-être une possibilité, peut-être qu'il peut le buter, mais si jamais il le fait, bah Took crève. On verra bien, on verra bien. Peut-être qu'il a juste plus de balles et que du coup il peut rien faire, juste regarder. Ça c'est une autre possibilité, mais bon.
On continue, voilà, la scène finale avec Neytiri. Neytiri qui est énervé. Bon, de toute façon, elle est un peu énervée durant tout le film. Sur son crâne, elle se pose. Je sais pas qu'est-ce qui se pose à côté d'elle par contre. Ah, si, c'est Kiri, c'est Kiri. Enfin bref, elle a son arc, elle vise. Et là, changement de plan sur Varang. Est-ce qu'elle visait Varang? Est-ce qu'on aura peut-être une scène où Quaritch va mourir une deuxième fois? Ça, je sais pas. Je sais pas si Quaritch va crever une deuxième fois. Je pense que Quaritch, ça va être un peu l'ennemi redondant de la série. Après, voilà, il y a un autre ennemi qui pourrait être assez intéressant à développer. C'est la générale qui gère tout. Qui gère la construction des villes, etc. Il y aura toujours une critique qui va dire ouais, mais c'est comme Quaritch. Ils ont fait un deuxième Quaritch, mais pas Quaritch. Enfin bon, des critiques, il y en a toujours. Après, faut voir sur un plan constructif qu'est-ce qu'on peut dire dessus. Donc je continue dessus. Bref, il y a Thierry qui vise. Il y a Varang qui a un lance-flamme. Voilà, ça c'est un lance-flamme. Donc elle a bien reçu des armes. Et elle a l'air de s'amuser. Voilà, au moins tu vois, elle prend du bon temps, hein, c'est important, avant de commettre un génocide. Toujours faire une petite période de peinture, un petit peu d'art. Bon, pour rester de lance-flamme, hein. Enfin bref. Petite dédicace au joueur Blood Angel, hein. La peinture c'est important avant d'aller se battre. Et bref, je pense qu'il y aura une grosse confrontation entre Neytiri et Varang. Je sais pas ce que c'est présenté comme ça. Tu passes d'un plan à Neytiri. Ah, je remets en arrière, juste pour vous montrer. On passe de Neytiri qui vise, Varang, Neytiri encore en train de viser qui crache. Comme les chats, hein, ils crachent, hein. C'est très félin. Et après, changement de plan, Kiri, Varang. Et là, elle lui dit ta déesse n'a aucun pouvoir ici. À savoir un truc intéressant dans cette scène-là, qui n'a pas été forcément montré, elle tient les cheveux de Spider. Spider se fait choper en otage. Yes! C'est très sympathique. Et bien évidemment, le trailer se finit avec Avatar, Fire and Ash, le fouet de cendre. On est tous contents, à voir comment le film va se gérer. Donc voilà, petite analyse pour moi du trailer. Il y aura quand même plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Parce que justement, comme je dis, déjà, il y a Kiri, qui va avoir un développement par rapport à ses pouvoirs, avec les Tsai qui lui disent si tu peux faire quelque chose, tu dois le faire. Spider, qui aurait dû mourir parce que il avait plus son masque, il n'était pas bien sur le sol, et qui finalement peut respirer l'air. Quaritch et le peuple de cendre. Et Varang, qui va du coup se battre avec Quaritch contre Jake. Après, il avait été dit aussi dans des interviews avec ceux qui travaillent avec Cameron, comme quoi potentiellement Jake serait amené sur Terre, jugé, que Neytiri viendra le chercher. Le problème de cette version-là, et je pense que c'est pas forcément ce qui va se passer, c'est que ça te fait un timelapse de 12 ans. Pourquoi 12 ans? On rappelle que Jake s'est fait cryogéniser 5 ans, 9 mois et quelques 2 semaines, et 6 jours aussi. Enfin bon, quasiment 6 ans. Donc là, tu vas me dire que non seulement il va falloir que Jake parte sur Pandora, sur Terre, donc 6 ans, donc ses enfants auront grandi, des choses qui auront changé, les humains auront bien pris Pandora, ensuite il va être jugé sur Terre, et peut-être exécuté, peut-être que Jake va mourir justement, et qu'il ne pourra pas revenir, peut-être que Neytiri mourra aussi sur Terre. Enfin, faut voir comment ils vont faire la suite. Parce que pour moi, s'ils vont sur Terre, c'est une impasse. Parce que comment tu fais pour que le scénario, pour qu'il y ait un vaisseau, on parle d'un vaisseau spatial à ce niveau-là, qui puisse revenir sur Terre. Y aller, c'est pas un problème. Tu te fais capturer, il t'emmène, et puis voilà. C'est revenir. Revenir sur Pandora. Comment tu fais? Donc pour moi, c'est un peu une impasse scénaristique, à moins qu'il y ait un coup de maître qui se trouve. Mais c'est très compliqué pour moi. Très très compliqué de réaliser ça. Donc bon, voilà mon analyse que j'ai fait tout du long. J'avais dit que je ferais en deux parties, bah en fait non, j'ai fait tout du long. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. Personnellement, moi ça m'a plu d'analyser tout ça.